Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale consacrée à l'Ukraine, 20e journée de l'offensive russe en Ukraine. Les troupes russes gagnent du terrain et prennent d'assaut les principales villes ukrainiennes allant de Kherson à Kharkiv, à Mariupol et j'en passe. Bien sûr, les principales villes ukrainiennes comme Kharkiv ou Kherson, les plus grandes villes dites stratégiques, sont toutes assiégées par l'armée russe. Les négociations se poursuivent en visioconférence alors que Kiev décrète son deuxième couvre-feu. Il entrera en vigueur ce soir jusqu'à jeudi. Poutine réagit enfin aux sanctions américaines et annonce des sanctions à son tour contre le président américain Biden et son secrétaire d'État Anthony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le patron de la CIA. Nous ferons également en cette 20e journée du conflit qui boucle la 3e semaine un flashback sur les déclarations du président ukrainien mais aussi sur les dérapages des médias occidentaux sur leur plateau. Pour en discuter avec nous ce soir seront présents à travers Skype monsieur Alain Corvez depuis Paris. Il est expert en stratégie internationale. Monsieur Alain Corvez, bonsoir. Bonsoir madame. Et nous aurons en présentiel avec nous sur le plateau monsieur Reda Harirej, chroniqueur et spécialiste en gestion des conflits sur le plateau avec nous. Et je vous dis bonsoir monsieur Reda. Bonsoir également. Merci. Alors, comme je le disais dans cette introduction, Kiev, aujourd'hui, c'est un couvre-feu qui est donc imposé de 35 heures. Il a été instauré à partir de ce soir. Il restera en vigueur jusqu'à jeudi, c'est-à-dire demain. Alors, monsieur Alain Corvez, je m'adresse pour commencer à vous. Vous pensez qu'aujourd'hui, réellement, Kiev a du mal à tomber ou est-ce que c'est une stratégie russe bien établie ? Je vais vous avouer que je n'ai pas regardé de près aujourd'hui le résultat des opérations sur le terrain, mais bien entendu, j'ai suivi depuis le début de cette opération spéciale russe, chaque jour, je suivais des opérations. Et il me semble que je crois avoir décelé la tactique de l'armée russe qui est d'éviter absolument les dégâts collatéraux, notamment de tuer des civils et de détruire un pays que, vous le savez, Kiev est russe à l'origine, et le berceau de la Russie, c'est Kiev. Donc, les Russes ont une grande affinité pour l'Ukraine. Jusqu'à 2014, d'ailleurs, cette affinité faisait qu'il y avait des échanges entre eux. Mais bon, vous savez que le coup d'État occidental perpétré, enfin surtout américain, puisqu'on sait le rôle qu'a joué dans ce coup d'État Victoria Nuland. Depuis cela, donc les affinités ont changé. Mais alors, pour revenir plus précisément à votre question, je pense que la stratégie, la tactique plutôt, des troupes russes est, pour éviter les dégâts collatéraux, d'avancer lentement, de ne pas entrer dans les villes. Jusqu'à présent, ils n'entraient pas dans les villes. En revanche, il bloquait les forces ukrainiennes dans ces villes. C'était elles-mêmes qui s'étaient mises dans ces villes et petit à petit, continuant l'encerclement, les forces étaient coupées de leur soutien logistique, donc armement, munitions, médicaments, enfin toutes sortes d'approvisionnements. Et je pense que la tactique était de dire ils tomberont d'eux-mêmes ou ils se rendront ou sinon ils ne seront plus en mesure de se battre. Et je crois que cette tactique, donc relativement lente mais sûre, a permis aux Occidentaux de dérouler un tapis de mensonges et de propagande sur ce que faisaient les Russes, en disant, vous voyez, ils sont bloqués, ils ont une très forte résistance en face d'eux, oui. Et ils sont loin de gagner la guerre. Alors moi, je crois que c'est l'inverse. Je crois que la Russie a d'ores et déjà gagné cette guerre, mais vous savez que l'Ukraine aujourd'hui, avec Zelensky comme président, ça n'est pas, comme je le disais initialement dans mon propos, ça n'est pas l'ensemble de l'Ukraine. L'Ukraine d'aujourd'hui, elle ne tient que par ses paramilitaires. Et j'ajouterais même que Zelensky n'a pas tellement de prise sur eux que si il adoptait une politique qui déplaise à ses paramilitaires,
on les appelle des ukro-nazis, parce qu'ils sont réellement des nazis. Même les Israéliens l'ont reconnu, donc on ne peut pas nier cela. Ces ukro-nazis pourraient très bien s'en prendre au président Zelensky s'il montrait trop de tendance à vouloir négocier ou à vouloir accepter les conditions exigées par la Russie. Les conditions, d'ailleurs, tout le monde les connaît depuis le début, puisque Poutine est un président qui parle fort, mais il ne cache pas ce qu'il veut. Il dit comment il va l'obtenir. Il a essayé de l'obtenir par la discussion et la négociation avec les Américains à partir du mois de décembre. Il ne l'a pas obtenu, mais il avait prévenu que s'il ne l'obtenait pas par la négociation, il engagerait un processus technico-militaire pour faire cesser les menaces qui pesaient, des menaces existentielles, avait-il dit, sur la Russie. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des grandes villes, comme vous l'avez très bien dit dans votre présentation, sont bloquées, encerclées par les forces russes, et à la limite, les forces russes pourraient attendre qu'elles tombent naturellement, mais comme je vous le disais, les Russes doivent être fatigués d'entendre tous les mensonges et les fabrications d'ailleurs de fausses informations, et ils veulent peut-être accélérer le processus de désintégration de cette Ukraine qui est devenue uniquement une Ukraine néo-nazie. Oui. Alors, finalement, Kiev n'est pas une ville aussi imprenable qu'on le croit. C'est juste que le maître de Moscou n'a pas encore décidé du jour où il prendrait le contrôle total des mains de ces extrêmes droites ou des troupes des nazis qui contrôlent aujourd'hui Kiev et qui contrôleraient peut-être, comme vous l'avez dit, même le président ukrainien Zelensky. Oui, personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine, et je ne spécule pas sur les plans du président russe, mais ce que je sais quand même, c'est que je suis la Russie depuis très longtemps, et en tant qu'expert militaire, je vois sur le terrain, donc j'en tire des conséquences en me disant, voilà sans doute le plan, l'objectif. L'objectif, oui, mais on le connaît, mais le plan pour atteindre cet objectif qui prend cette forme tactique, militaire sur le terrain. Mais on présente aussi à l'Occident, j'ai vu, y compris en France, au Sénat, des discours absolument injurieux qui sont inadmissibles de la part de personnalités politiques, injurieuses pour le président Poutine lui-même. Oui, on va y venir justement à cet aspect. Oui, et pour les Russes eux-mêmes. Mais je répète, je ne suis pas dans la tête du président Poutine, mais ce que je sais, c'est qu'il ne prend pas tout seul ses décisions. Bien entendu, avant de lancer son ultimatum aux Américains en décembre, il avait consulté toutes les forces, il y avait eu des tas de réunions, de conseils de sécurité. On va faire ceci, quelle va être la réaction des Américains? Je veux dire, toutes les alternatives, comme dans tout état-major, ont été étudiées pour savoir ce qu'on pouvait faire et comment le faire. Et donc, c'est pas uniquement le président, bien sûr, le président Poutine est un chef au sens noble du terme, et donc il dirige ces débats. Mais il y a des débats au sein de la direction russe. Et ces débats ont pour but de trouver la meilleure solution pour supprimer ces menaces existentielles qui pèsent sur la Russie. Je le répète, la Russie a dit en gros aux Américains, aux schématisants, a dit enlevez vos missiles nucléaires qui menacent la vie des citoyens russes à nos frontières. Et nous, on enlève nos missiles nucléaires également. Oui, nous allons revenir à tous ces détails avec vous, M. Corvès. Restez avec nous. M. Reda Hayash, vous souhaitez peut-être réagir à ce que vient de dire M. Alain Corvès concernant la ville de Kiev? Je voudrais juste compléter pour dire que il y a une armée ukrainienne de quelques dizaines de milliers de soldats, mais on ne sait pas très bien quel est son état moral actuellement et quelle est aussi sa combativité. Parce que parler des néo-nazis, c'est effectivement le cas,
mais il semblerait qu'ils ne soient pas les seuls à se battre. Particulièrement dans la ville de Kiev, vous pensez? La capitale et puis les principales agglomérations. Oui. Sinon, les choses, si c'était le cas, la campagne d'Ukraine aurait été pliée beaucoup plus rapidement que ça. Donc il semblerait qu'il y a quand même un peu partout dans le territoire ukrainien des nœuds de résistance. Et aux côtés des néo-nazis, il y a également des soldats et des miliciens qui sembleraient tenir quelques positions clés. C'est ce qui fait que les opérations sont quelque peu progressent un peu plus lentement du côté russe. Mais bon, c'est juste cet aspect-là. On n'a pas encore de données suffisamment fiables pour savoir quelle est la part des soldats ukrainiens qui continuent à se battre du côté du pouvoir, parce qu'on ne voit pas le commandement militaire ukrainien, oui, et les autres supplétifs nazis qui eux aussi se battent pour d'autres motivations. Oui, certainement. Ils seront tous, de toute façon, les deux bords sont animés d'une motivation bien précise, on le saura, et les jours à venir nous le dirons. Alors, les sanctions. Les sanctions, on en a beaucoup parlé. Alors, quatrième paquet de sanctions qui rentre en cours. Mais les sanctions, c'est aussi, il y a des réciprocités. Et Poutine vient de nous le dire aujourd'hui, puisqu'il vient carrément de mettre sous sanction ou d'imposer des sanctions au président américain lui-même, donc Joe Biden. Il a imposé également des sanctions à son secrétaire d'État, Anthony Blinken, le conseiller à la sécurité nationale, Jack Sullivan, et le patron de la CIA. Alors, quel sera l'impact de ces sanctions russes sur ces personnalités américaines? Et est-ce que je peux dire qu'ils seront de grande intensité, comme peut-être les sanctions occidentales sur la Russie? Monsieur Alain Corvès? Je ne sais pas si ça aura un impact important. Vous savez, les sanctions sur les personnes, de même que les sanctions américaines sur les personnalités russes, Monsieur Abramovich, qui possède le fameux club de football anglais britannique Chelsea, est sanctionné. Qu'est-ce que ça va entraîner quoi? Les footballeurs de Chelsea vont continuer à jouer au football, je pense. Bon. Ces sanctions sur des personnalités, je ne pense pas que ça débouche sur des... Ça peut gêner, c'est évident, mais je ne pense pas que ce soit fondamental, en tout cas, que ça portera sur l'issue de la guerre. En revanche, les sanctions économiques plus générales qui ont été déjà décidées, elles ont montré qu'elles sont à double tranchant, puisque déjà l'Europe subit les retours de bâton de ces sanctions. Les retombées. Voilà, donc sur les sanctions... Alors vous pensez que si aujourd'hui Poutine a pris ce genre de décision, c'est juste pour faire dans le correctement politique, c'est-à-dire l'échange de bons procédés, puisqu'elles n'auront pas d'impact réel sur ces personnalités? Non, je ne dis pas ça, mais honnêtement, je ne vois pas très bien quelle est la raison profonde. Peut-être paraîtra-t-elle demain. Dans les jours à venir. Mais pour le moment, je ne vois pas quel impact ces prises de sanctions, si ce n'est de montrer au monde que bon, les Américains peuvent mettre des sanctions aux dirigeants russes, oui, mais les Russes peuvent aussi mettre des sanctions aux dirigeants américains pour rétablir un peu l'équilibre. Mais sur le plan pratique, je ne sais pas sur quoi ça peut déboucher. Peut-être que ça aura des conséquences que je ne vois pas, que je ne discerne pas. Pour l'instant, ne sont pas visibles, oui. Voilà. Monsieur Reda Hriresh, oui, vous souhaitez réagir? Oui, je voulais juste intervenir par rapport aux sanctions qui ont été décidées par le président Poutine et qui, elles, sont très ciblées, puisque ça concerne finalement, si c'est concernant les responsables américains, le chargé de la sécurité, il faut savoir la CIA, que le fils, le patron. Mais il faut surtout savoir que le fils du président américain a des intérêts. Il est actionnaire auprès d'une compagnie privée de gaz ukrainienne. Oui. Et il a été déjà impliqué dans un scandale local en 2013-2014. Donc, et il semblerait qu'il continue encore à avoir des activités au sein de la principale société de gaz privée en Ukraine, le fils du président américain. Donc le président russe ne se contente pas uniquement de riposter
au même niveau que ses adversaires occidentaux. Oui. Lui, il dit, je ne cherche pas spécialement à toucher les consommateurs occidentaux. Je cible une catégorie de décideurs américains et qui ont des intérêts directs, puisque le fils Donc du il a président dû bien Blinken... étudier le dossier quand même. Ah ben oui, certainement, oui. Ouais. Oui. Alors, nous allons passer à notre, plutôt au discours qui a été prononcé, je le rappelle, du président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, au début de l'opération russe contre l'Ukraine. Il avait fait plusieurs appels, ceux qui consistent justement à engrainer le maximum de combattants pour combattre auprès des Ukrainiens, mais également aux Juifs qu'il appelle donc à soutenir l'Ukraine. On va l'écouter tout de suite et je vous lirai la traduction. Je m'adresse maintenant à tous les Juifs du monde. Ne voyez-vous pas ce qui se passe? Il est très important que les millions de Juifs dans le monde restent silencieux en ce moment. Voilà, donc finalement, c'est une vidéo assez courte, mais qui est très illustrante d'un état d'esprit qui a été donc celui de Zelensky au début de cette opération militaire. Monsieur Alain Corvez, est-ce que vous pensez que ce genre d'annonce est raisonnable? Écoutez, je pense qu'elle a elle avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était de dire, d'ailleurs, il l'a même prononcé, c'est pas dans l'extrait que vous avez montré, mais il a même dit que comment pourrais-je avoir des nazis avec moi alors que je suis juif? Bon, oui. Il se trouve que justement, il y a des nazis avec lui et même qui sont entraînés par des spécialistes militaires israéliens. Donc, des paradoxes. Alors, oui, c'est un paradoxe, mais il existe, il est là. L'appel aux Juifs n'a pas été entendu, puisqu'on a vu depuis que Israël est très modéré dans... C'est le terme qu'on peut employer, c'est modéré, mais c'est même maintien avec la Russie des relations suivies. Et il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de la Russie, il y a environ 1 million de Juifs, et à l'intérieur d'Israël, pardon, il y a 1 million de Juifs, et 1 million de Juifs, alors qu'ils sont ukrainiens et russes, mais d'ailleurs qui s'entendent très bien entre eux. Oui. Donc, alors, je veux dire, ça pèse dans les décisions du gouvernement israélien. Oui. Justement, est-ce que ce genre d'appel aujourd'hui, quand il appelle les Juifs, alors les Juifs par cela, il entend ceux qui sont de confession juive, ou est-ce qu'il entend tout simplement l'entité sioniste? Et dans ces cas-là, est-ce que c'est probable de rassembler tous ces gens-là sous une même casquette? Puisque de toute façon, même quand on parle de Juifs, on peut parler de plusieurs Juifs, c'est-à-dire il y a les Juifs ashkénazes, il y a les Juifs séfarades, et pour cela, est-ce que tout le monde va être sur le même bord? Alors ma question s'adresse à vous, Monsieur Reda Ahiresh. Pourquoi a-t-il choisi très bien dans ses appels en disant les Juifs et pas autre chose? Je voudrais insister pour dire que depuis cet appel-là, il y a un proverbe qui dit c'est faire flèche de tout bois. C'est-à-dire que le président Zelensky s'est adressé aussi bien aux Juifs qu'aux musulmans et aux Africains pour pouvoir solliciter le soutien des uns et éventuellement bénéficier de l'apport de volontaires des autres. Je commence d'abord par parler des Juifs, notamment ukrainiens. Il y a une diaspora juive ukrainienne qui vit aussi bien en Israël qu'en Europe ou aux États-Unis. Oui. Et à travers elle, il espère éventuellement mobiliser un certain nombre de leviers pour pouvoir presser un peu plus les alliés comme l'OTAN afin de recevoir davantage de soutien aussi bien politique que militaire. Donc pour lui, l'appel... il est surtout, il le sait pertinemment, ça concerne avant tout les Juifs ukrainiens, parce que même les Juifs russes, ils sont russes et ils soutiennent, comme le reste du peuple russe, Poutine, hein, parce que c'est aussi
c'est aussi bien valable pour les juifs que pour les orthodoxes. Je veux dire, les orthodoxes russes, à travers même leurs religieux, le patriarche de Moscou, il soutient Poutine. Alors que ceux qui sont à Kiev, les orthodoxes de Kiev, soutiennent, entre guillemets, le régime d'Ukraine. Donc, pour dire à qui s'adresse-t-il, il s'adresse avant tout à la diaspora juive ukrainienne, celle de son pays. Donc, bien précise, c'est-à-dire qu'il ne va pas au-delà des frontières. Avant tout. Voilà, avant tout parce qu'il y a une diaspora juive ukrainienne très présente aussi en Israël, aux États-Unis et en Europe. C'est d'abord elle qui est sollicitée parce que le reste des autres communautés, ça reste quand même assez secondaire. Voilà, c'est en ce qui concerne la communauté juive. Maintenant, en ce qui concerne les autres communautés qui sont interpellées, il faut savoir qu'en Ukraine, il y a aussi une importante minorité turcophone. Et en ce qui concerne justement le bombardement à proximité de la mosquée sur l'imam magnifique à Mariupol, il y a eu une désinformation de ce point de vue-là. Il y a quand même aussi un démenti, donc on va prendre ces informations avec beaucoup de pincettes. N'empêche que ça a été effectivement exploité à bon escient par l'Ukraine. Oui, ça a été exploité à bon escient parce qu'en Crimée même, il y a une minorité turcophone qui s'appelle les Tatars et qui sont présents depuis l'époque ottomane. Et on sait qu'il y a des relations privilégiées entre l'Ukraine et la Turquie jusqu'à maintenant. Et même pendant les combats, les Turcs ont fourni un certain nombre de drones à l'Ukraine. Et il espère, le président Zelensky, que Erdogan puisse devenir véritablement un pont avec le reste du monde musulman. Parce que de l'autre côté, il faut savoir que les combattants tchétchènes ont été enrôlés du côté de l'armée russe et qu'un certain nombre de contingents sont arrivés à proximité de Kiev. Oui, donc ça sera un petit peu difficile de rassembler un petit peu toutes les contradictions parce que entre les musulmans, entre l'extrême droite, les nazis du côté du nord, donc comment Zelensky va faire vraiment dans la difficulté. Là, il ne fait pas dans la facilité ou bien comme vous le dites, il fait feu de tout bois apparemment. Oui, il fait feu de tout bois, mais bon, pour lui, ça ne le gêne absolument pas puisque c'est un comédien à l'origine. Donc il sait très bien jouer, quoi. Donc il estime qu'il est en mesure de jouer plusieurs rôles à la fois. Et pour lui, c'est pas contradictoire à partir du moment où c'est une série de soutiens qu'il veut engranger. Il sait pertinemment, par exemple, que la Turquie, qui est au sud de la mer Noire, fait partie de l'OTAN et qu'il y a toujours eu des échanges très importants avec l'Ukraine. Oui. C'est quelque chose qui le gêne absolument pas. Et même la présence des néo-nazis, à partir du moment où ils sont sous cloche, il y a quand même l'OTAN qui est derrière, hein, parce qu'ils ont beau être nazis, mais c'est quand même l'OTAN qui fournit les renseignements. Voilà, ils sont encadrés. C'est elle qui fournit aussi les spécialistes, c'est elle qui fournit les renseignements, l'armement. Ce qu'il veut pour le moment, c'est avoir des bras qui puissent se battre. Et comme on dit, avoir des bras pour se battre, ils sont les bienvenus d'où qu'ils viennent. De toute obédience, qu'importe. Oui. Monsieur Alain Corvès, vous souhaitez peut-être réagir à ce que vient de dire Monsieur Reda Herash? Je dois dire que depuis le début de ces interventions, Monsieur Rezal, je ne le connaissais pas, mais elles sont très pertinentes et je les partage complètement. On voit qu'il connaît bien le dossier, les dossiers, et donc je les partage complètement. La diaspora juive, elle est très disparate, en fait. En France, aux États-Unis, moi j'ai des amis juifs américains et français, ils ont des opinions très diverses. Mais il se trouve que dans le monde, les juifs les mieux organisés, comme l'AIPAC aux États-Unis, le CRIF à Paris, ils sont très bien organisés parce que ce sont eux qui ont l'argent et donc ils constituent une force de pression sur les gouvernements locaux, donc le gouvernement français, le gouvernement américain, souvent en contradiction avec les souhaits et la volonté de la majorité de la diaspora juive du pays. Aux États-Unis, il y a une organisation juive dont j'ai oublié le nom, mais qui est
très importante qui a dit, le président de cette association a dit, c'est pas récemment, il a dit ça il y a 2 ans, il a dit, mais enfin, comment se fait-il qu'on n'écoute que les déclarations et les demandes de l'AIPAC, qui est une petite association par rapport à nous, et nous ne sommes pas d'accord avec ce soutien unilatéral de la politique d'Israël envers les Palestiniens. Donc, vous voyez, et en France, moi je connais des tas de juifs qui ne sont pas du tout d'accord avec les positions du CRIF. Donc, il y a une grande diversité dans la communauté juive. Donc, ce serait une erreur de parler au nom, de faire un appel aux Juifs en pensant que c'est une communauté qui est rassemblée et sur le fait et sur l'opinion. Oui, je peux ajouter. Oui, allez-y. Moi, j'ai assisté, regardé, j'ai pas assisté, mais j'ai regardé une vidéo de juifs orthodoxes français qui était à l'aéroport d'Orly, je crois, je sais plus Orly ou Roissy, peu importe, un des 2 aéroports parisiens qui venait accueillir des juifs qui venaient d'Ukraine et qui arrivaient avec tous leurs bagages et leurs filets. Alors ils avaient fait une petite fête pour accueillir, c'était gentil d'accueillir ces réfugiés juifs ukrainiens qui arrivaient en France. Mais vous voyez, ceux-là, ils ne répondaient pas à l'appel de Zelensky, ils faisaient le contraire. Oui. Très bien, vous faites bien de le dire d'ailleurs, ce qui nous pousse plutôt à aller vers ce petit volet concernant certaines ambassades ukrainiennes installées dans des pays africains, mais également dans la région MENA, c'est-à-dire l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Ce sont des ambassades qui ont fait des appels ouvertement donc au volontariat, ceux qui seraient peut-être désireux de venir combattre auprès des Ukrainiens pour libérer donc le pays de l'emprise russe. Alors, ils ont fait appel aux Algériens, ils ont fait également appel au Sénégal. Les Sénégalais ont réagi bien sûr, les Algériens d'eux-mêmes ont réagi. Est-ce que vous pensez qu'en ce 21e siècle, on peut aujourd'hui se permettre de faire ce genre d'appel comme ça ouvertement, et d'autant plus que ce sont des appels qui un petit peu, si vous voulez, remuent le couteau dans la plaie, et nous savons très bien toute l'histoire de ces 2 pays, qu'est le Sénégal et l'Algérie, concernant ce côté de volontariat ou de combattants volontaires, M. Alain Corvez. Oui, vous avez raison. Alors, moi, j'ai lu le communiqué, parce que j'ai des amis au Sénégal, j'ai lu le communiqué de la présidence de la République du Sénégal, un communiqué relativement court, qui faisait 1 page, mais qui était très ferme, et qui disait, nous apprenons que votre ambassade, il s'adressait à l'ambassade de la République d'Ukraine à Dakar, nous apprenons que votre ambassade organise le recrutement de Sénégalais pour aller se battre en Ukraine. Ceci est contraire aux lois internationales d'une part et à notre éthique, à notre façon de voir les choses, et donc nous vous prions, je ne sais plus comment c'était formulé, mais il leur disait de fermer et d'arrêter immédiatement ce recrutement. Donc je sais que l'Algérie a fait la même chose. C'est contraire aux lois internationales, bien sûr. Oui. Monsieur Rida Harash, vous souhaitez réagir, d'autant plus qu'on se pose la question aujourd'hui. Comment peut-on, j'allais dire, oser encore faire ce genre d'appel avec tout ce que cela implique dans la mémoire des Algériens? Et on sait très bien que l'Algérie a perdu beaucoup de combattants qui étaient un petit peu la chair à canon dans la Seconde Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, il faut que les gens ou certaines personnes comprennent que ce n'est pas du tout ça l'imaginaire de l'Algérien. Oui, mais le conflit ne se trouve pas en Algérie. Voilà, le conflit se trouve en Ukraine. Pour une cause qui n'est pas la leur. Le conflit se trouve en Ukraine et c'est les Ukrainiens qui sont interpellés. Et de ce point de vue-là, il faut voir quelles sont leurs motivations et pourquoi ont-ils choisi le Sénégal et l'Algérie, qui toutes les deux finalement se sont opposées à ces recrutements, mais de manière tout à fait différente. Oui, ça ne s'est pas passé de la même. Pourquoi? Parce que c'est pas tout à fait la même histoire. Je commence donc par les Algériens. Les Algériens ont été interpellés par le biais du canal diplomatique de l'Ukraine ici à Alger, parce que ça concerne l'Ukraine, l'histoire de l'Ukraine. Il faut savoir qu'en 1854, au moment de la guerre de Crimée, donc qui a opposé la Russie à une coalition de nations
essentiellement occidentales, à savoir l'Angleterre, la France et la Sardaigne. À l'époque, c'était le royaume du Piémont-Sardaigne, en 1954. Il y a eu donc une campagne en Crimée qui a opposé cette coalition à la Russie. Et cette coalition, elle a fini par prendre le dessus au bout de 11 mois de combats acharnés. Et du côté de l'armée française, c'était essentiellement le régiment des Zouaves qui a fait la différence. Et le régiment des Zouaves, c'est un régiment qui est composé de combattants algériens. Ils se sont distingués durant cette campagne-là, et c'est eux qui se sont emparés de Malakoff et qui a débouché sur donc la chute de la ville de Sébastopol. Ça a été des combats acharnés. Donc il y avait eu 15 000 morts du côté de l'armée russe, plutôt 15 000 morts du côté des coalisés occidentaux avec l'Empire ottoman et 40 000 Russes. Finalement, ce sont les Européens et les Ottomans qui ont remporté la Manche et la Russie a été obligée de faire des concessions. Par contre, le régiment des Zouaves algériens, qui s'est particulièrement distingué, est resté quand même célèbre depuis ce moment-là. Et les Ukrainiens savent que les Algériens sont de très bons combattants. Et c'est pour ça que l'histoire revient de nouveau. Et ils se disent, ah, puisque les Algériens sont de bons combattants, on va essayer de recruter dans ce terreau. Voilà, de recruter dans ce terreau-là. En ce qui concerne le Sénégal, par contre, c'est plus délicat que les Algériens actuellement. Pourquoi ? Parce que, on veut enrôler des combattants, des volontaires sénégalais, tout en sachant que les étudiants africains d'Afrique subsaharienne qui sont actuellement en Ukraine ont été évacués dans des conditions difficiles, c'est-à-dire qu'on ne les a pas laissés... Pour ceux qui ont eu de la chance de l'être. Pour ceux qui ont pu le faire. Parce que d'autres n'ont pas pu le faire. Voilà, il semblerait que quand même les étudiants algériens, ils ont pu, dès les premiers jours, quitter l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que l'Algérie a des relations anciennes avec les pays d'Europe de l'Est. Oui. Je pense à la Pologne, la Roumanie, la Moldavie, qui très rapidement, oui, tout à fait, les anciens pays, qui très rapidement ont accepté de prendre en partie en charge les étudiants algériens. Alors que pour les ressortissants des pays d'Afrique subsaharienne, ça a été plus délicat, ce qui fait ils ont même souffert. Oui, d'autres ont été carrément coincés. On les a même peut-être obligés à combattre auprès des Ukrainiens, selon certaines informations qui nous sont parvenues. Donc c'est un éclairage très important qu'il fallait apporter pour comprendre les réactions des uns et des autres par rapport à ce conflit en Ukraine même. Oui, il y a aussi un regard plutôt discriminatoire et peu racial, mais nous l'aborderons pour les jours prochains, parce que maintenant nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons passer à notre prochain volet. Et notre prochain volet, c'est celui où, sur les plateaux de télévisions occidentales, on l'a vu de manière assez répétée, que les invités débattent ouvertement, carrément et simplement de l'assassinat de Vladimir Poutine. Monsieur Alain Corvez, et je m'adresse à vous, est-ce que vous pensez que cela est admissible? Est-ce que ça ne relève pas un peu du surréalisme aujourd'hui qu'on puisse en débattre dans un plateau de télévision, et pas seulement un ou deux, mais plusieurs, de l'élimination physique d'un chef d'État en exercice encore? Oui, vous savez, je trouve ça inadmissible, bien entendu. Je ne vois pas quelle personne pourrait accepter ces déclarations sans offusquer. Mais puisque vous dites que c'est le dernier volet de votre émission, moi je tiendrais quand même à dire que ces propositions d'assassinat vont dans la droite ligne de la politique excessive de l'Occident dirigée par les États-Unis depuis la fin de l'URSS. C'est ce qu'ils ont fait avec Saddam Hussein, c'est ce qu'ils ont fait avec Kadhafi en Libye. Ils l'ont pas crié avant, mais comment s'appelle Hillary Clinton après s'est réjouie de l'assassinat de. Oui, elle a dit ça y est, on est très content, on est débarrassé d'un dictateur. C'est le niveau de moralité et d'éthique de ces dirigeants qui se perpétuent aujourd'hui avec ces attaques
ad hominem sur le président Poutine. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que justement, nous sommes à la fin d'un monde qui a été dominé depuis l'écroulement de l'Union soviétique par les États-Unis d'Amérique. Et cette guerre en Ukraine, c'est le déclencheur, le catalyseur qui va bouleverser les relations internationales. Et nous savons, les géopoliticiens, les stratèges qui étudient les États-Unis d'Amérique savent très bien que les États-Unis sont au bord de l'explosion. Je pense personnellement qu'à la mi-novembre de cette année, lors des élections de mi-mandat, on va voir apparaître les ferments de division qu'il y a au sein de la population américaine. Et c'est donc, à mon avis, la fin de la domination du monde par les États-Unis d'Amérique qui ont quand même montré depuis 30 ans qu'ils n'ont aucune morale, aucune éthique dans la politique, et les accusations d'assassinat, les demandes d'assassinat que vous venez de citer entrent parfaitement dans la façon de concevoir. Oui, parce que c'est un sénateur américain qui a fait l'appel en premier lieu. C'est un sénateur américain, Lindsey Graham. Bien sûr. Mais vous savez, il y a un sénateur français, il est très connu, mais j'ai oublié, son nom ne me revient pas, mais il a fait un discours. Il y en a beaucoup, vous savez, il y en a beaucoup. Oui. Mais il est président d'une commission, je crois, d'une commission des affaires étrangères au Sénat. C'est Astic qui faisait un discours au Sénat il y a une semaine ou 10 jours, je ne sais plus. Mais il n'a pas appelé à l'assassinat de Poutine, mais il a tenu des propos sur le président Poutine qui étaient absolument inadmissibles. C'est dommage que j'ai oublié le nom. Oui, souvent il est traité de fou et carrément de quelqu'un qui mériterait d'être psychanalysé. Au fait, cette guerre de l'Ukraine, elle a un peu fait tomber le voile sur beaucoup de visages, fait tomber les masques, puisque de toute façon les gens aujourd'hui sont sortis un petit peu de leur silence et de leurs règles de bienséance pour tomber directement sans aucune pudeur sur des personnalités politiques pour les juger sur leur comportement psychique, mais également sur d'éventuelles possibilités d'élimination sans que cela ne leur fasse cligner de l'œil. Je veux dire, c'est devenu quelque chose de courant. Oui, vous avez tout à fait raison. Et en fait, quand on examine dans le détail le vote au Conseil de sécurité des Nations Unies pour condamner la Russie pour son opération spéciale en Ukraine, si on regarde bien, on voit bien que l'Occident n'est plus qu'une petite partie de l'humanité, mais qu'elle a la majorité à l'ONU. Mais les puissances qui comptent, les plus importantes, l'Inde, la Chine, le Pakistan, la Russie, bien sûr, et d'autres maintenant représentent davantage de millions d'habitants que le petit Occident, et sinon se sont abstenus, ou sinon n'ont même pas participé au vote. Donc, alors c'est facile de dire, il y a eu 120 ou je ne sais plus combien qui ont voté pour condamner l'action de la Russie, mais ceux qui se sont abstenus, c'est sous-entendu qui ne veulent pas condamner la Russie. Oui, très bien. Ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui, aujourd'hui, prennent un petit peu face la part des choses encore. On n'est pas ou contre ou pour. On peut être également pour quelques vérités et les dire ouvertement, soit par l'abstention, soit par le verbe. Ce même appel a été fait. De la Turquie, regardez le comportement de la Turquie. La Turquie est très... Bon, elle a toujours été très ambivalente, la Turquie. Voilà. Mais là, il ne nous reste pas beaucoup de temps, Monsieur Corvès. Des bonnes relations avec la Russie. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Alain Corvès, d'avoir bien voulu répondre à nos questions, d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie internationale. J'espère que je vous ai présenté dans les lieux que vous souhaitez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Rida Harache, voilà, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'allais juste dire que cet appel à l'assassinat ou à la liquidation physique s'est déjà fait également sur des plateaux de télévision occidentale concernant le président malien. C'est vous dire que ça devient légion. Je vous laisse juste un petit mot pour terminer et on conclut cette émission.
C'est-à-dire que c'est dans la droite foulée de ce qui s'est passé avec un certain nombre de dirigeants, mais de petits pays comme la Libye ou l'Irak. Comme la Libye avec le colonel Kadhafi et Saddam Hussein. Mais là, bon, on est quand même la Russie, c'est une autre dimension. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Dahera. Je suis désolée si je vous ai interrompu. L'idée est passée. Je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir suivi notre émission. Elle arrive à sa fin. Tout de suite, le journal de 19h, il vous sera présenté par Fatma Mehani. Merci.